C'est-à-dire qu'il y a des contradictions. Il n'y a pas d'angélisme. C'est-à-dire qu'il y a les Palestiniens qui perdent leur maison, il y a leur mémoire vers leur maison, ils sont dispersés, il y a des diasporas palestiniens, il y a les femmes qui sont abusées, israéliens juifs abusés par l'homme arabe. C'est-à-dire que c'est complexe. Arrêtons l'angélisme trop simpliste, parce que l'angélisme, c'est exactement la chose qui l'amène à la prochaine guerre. Et l'angélisme est utilisé par tous les groupes fanatiques et extrémistes du côté israélien par l'idée de la grande Israël et la Terre Sainte, le côté islamiste et nationaliste palestinien par des autres. Alors, la réalité humaine qui est contradictoire et complexe, c'est la seule façon dans laquelle un jour, peut-être, on peut arriver. Le film essaie d'installer cette notion et aussi nous donne un espace temporel pour faire ce travail d'interprétation, pour éviter effectivement les choses trop simplistes des journaux de 20 heures de la planète, si c'est israélien, palestinien, suisse, CNN, etc., qui nous donnent des images très fragmentées. Et avec ça, il nous demande de composer une opinion avec des quantités d'analyse très limitées. Alors, bon, mais ça, c'est un long discours. Je ne vais pas faire tout le discours ce soir. Quand même, tu peux. Mais c'est là où justement cette fragmentation n'apparaît pas ici, et ça revient à ce que tu disais au début, c'est-à-dire la non-fragmentation du discours que Anna Arabia propose à travers le plan séquence. Il y a encore une question oui. là, et puis attendez, on ne vous voit pas. Vous pouvez lever la main, on ne sait plus où vous êtes. Voilà, je me lève, oui. Oui, non, c'est pas forcé, mais voilà. Bonsoir. D'accord, très bien, oui, merci. Bonsoir. Oui. Je voulais peut-être rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Guitaille. M'interroger un peu sur le personnage de Yael, qui me paraît très énigmatique, qui est la seule qui pleure à la fin du film, qui écoute tout mais qui note rien, ou presque rien. Et je me suis demandé si cette jeune journaliste était en fait un peu l'énigme du film. Tout à fait. Merci. Vous pouvez m'en dire un peu plus parce qu'elle est l'avenir du pays, elle note rien, mais elle écoute tout. Voilà, je repose la question. Non, moi je suis d'accord, je peux élargir effectivement. C'est-à-dire, moi elle a demandé d'être habillée comme des jeunes femmes de Tel Aviv, branchées, etc. On peut imaginer que le soir elle va dans les bels restaurants, des bars plutôt branchés. C'est-à-dire que j'étais envie d'établir une distance visuelle évidente entre cette figure et le reste des personnages du film. Et un peu dans le sens d'opposition du cinéma des années 60 et 70, dans laquelle les cinéastes, ils sont prétendus que s'il fait un film sur une communauté dans laquelle il y a des souffrances, il devient un partie de cette communauté, qui est faux. On est tous des étrangers, si on est journaliste, cinéaste. On est des gens qui passent, qui peut enregistrer, on peut avoir des sympathies, mais on ne vit pas la vie quotidienne de ce groupe de gens. Alors j'étais envie d'enregistrer cette distance. Et je crois que cette actrice, elle fait ça avec une grande grâce. En plus qu'elle fait une chose qui est toujours très compliquée par les comédiens, parce que vous savez, si vous mettez deux comédiens dans un cadre, et un doit être très passif, et des fois elle va faire un geste comme ça pour déstabiliser l'attention. Elle, je la trouve très gracieuse. Et même s'il n'a rien à faire, alors elle fait simplement rien pour qu'on écoute les autres. C'est un exercice assez compliqué. Dans un autre film qui va être fait partie de cette rétrospective, par exemple, Free Zone avec Nathalie Portman, elle a aussi ce rôle très passif qui est très compliqué. Comment on gère avec une justesse un rôle que à la fois elle fait le mouvement de caméra, la caméra elle suit, mais comme elle arrive dans une situation, c'est pas elle le rôle principal. Il faut... Alors tout cet équilibre, ils sont toujours très, très compliqués à travailler avec les comédiens. Moi je trouve que l'aspect le plus intéressant avec le comédien, c'est de travailler beaucoup avant qu'on commence le tournage. Pas tellement dans les rehearsals, pas tellement... Répétition.
Oui, pas tellement dans les répétitions mécaniques, mais plutôt voir carrément une discussion, quoi, un dialogue comme on est en train de voir maintenant, étudier des séries d'options, écouter, décider, etc. Et là, si on fait ça bien, et c'était la méthodologie de ce film-là, de Kadosh, de Kippour, presque tous les films, après, quand on tourne les caméras, il y a quelque chose de naturel qui dégage de cette performance que moi j'aime bien, qui n'est pas trop figée, pas trop rigide. Oui. Il y avait une autre question, je crois derrière. Non, là-bas, pardon, madame. Julien, là. Madame, vous pouvez relever la main parce que le micro était derrière vous et il ne vous voyait pas. Voilà, et il arrive derrière vous, le voici. Merci d'avoir dit qu'on commence à voir le film quand il est fini. J'appartiens à ce genre de spectateurs. Je commence maintenant à voir les détails, à y penser. D'ailleurs, je pense que cette actrice qui est la spectatrice qui nous représente, nous tous, écoutons ces histoires, raconte des choses avec la façon de toucher les murs, le vieil arbre, de regarder simplement ces femmes en dialogue. Donc elle est plus qu'une figure statique, certainement. Mais je suis très émue par le côté humaniste de votre film. Et je suis ravie qu'il y ait des voix comme la vôtre, spécialement maintenant, que nous les voyons maintenant, où il y a une situation particulièrement dure et tendue dans la région. J'ai vu que vous êtes appuyé par une fondation, je n'ai pas encore bien vu qui vous appuyez, mais je voudrais savoir, si vous pouvez le dire, qui vous appuie vraiment dans votre démarche d'ouverture. Merci. Non, merci. Le film était appuyé par une fondation qui s'appelle la Rabinovich Foundation, qui est une petite fondation qui aide le cinéma, qui est nommée après le maire travailliste de Tel Aviv. Ils sont soutenus plusieurs. Ce n'est pas la fondation principale du cinéma israélien qui souvent a décidé de ne pas soutenir le film que je fais, mais cette petite fondation, elle était partant, elle a aidé aussi Lullaby to My Father, et plusieurs autres films qui sont présentés ici dans les rétrospectives. Je crois qu'ils ont été une source ils nous donné de matière avec laquelle on peut travailler. Une dernière question peut-être? Oui, ici, devant. Anna, ouais, enfin... Attendez, non, parce que sinon, je vous assure, ici et là-bas, on vous entend pas très bien. C'est vraiment beaucoup plus agréable pour tout le monde. Merci. Le micro est là. Merci. Moi, je me pose de plus en plus une question de la part de la fiction et d'une certaine réalité. Est-ce que c'est une histoire complètement inventée ou est-ce qu'il y a des signes ou une part de possibles déjà existants? Non, c'est-à-dire, comme je dis, ça a commencé par un dispatch de AFP, d'Agence France Presse, qui racontait cette histoire de femmes rescapées d'Auschwitz. Et après, il y a pas mal de dialogues et de situations humaines qui sont inspirées par des séries de documentaires. Alors, documentaires, normalement, c'est réel. Le site dans lequel le film était tourné était à Tel Aviv, entre Tel Aviv et Jaffa. Et ça aussi, comme je dis tout à l'heure, ça crée une sorte de quotidien de l'équipe. Il avait pas... c'est-à-dire, il y a des gens qui arrivaient par des vélos, l'autre par des taxis, l'autre par des bus. C'était plutôt calme, agréable. C'est comme les gens qui réunissent pour aller travailler. Alors, je trouve que toute cette simplicité, qu'on passe toujours beaucoup de temps de réfléchir comment on fait l'organisation, c'est pas seulement les produits, mais comment l'organisation, elle est toujours radiée, c'est-à-dire le climat des plateaux
c'est-à-dire même les conversations qu'on a eues entre des comédiens palestiniens, israéliens, des femmes et des hommes, si ça réussit, c'est-à-dire les choses qui passent au plateau hors cadre, il est un élément qui existe dans le cadre. C'est-à-dire que s'il y a cette sérénité et sincérité dans les rapports, ça trouve après dans les pellicules, dans les films que vous avez vus ce soir. Par rapport à la question que monsieur voulait poser, moi j'avais juste envie de poser une dernière question, donc ça m'y amène directement. C'est justement ce lien, c'est aussi pour lancer cette rétrospective, parce que les gens te voient peut-être plus comme un cinéaste de fiction, entre guillemets, et en même temps tu as un énorme travail, une énorme production de films plus documentaires, toujours entre guillemets, parce qu'il y a toujours une expérience au sein d'un de tes films documentaires, et tu citais Wadi, enfin la série des Wadi. Donc au fond, comment s'articule à la fois Narabia dans ce mélange, tu l'as dit, entre Wadi et ce film-ci, mais aussi en général dans ton travail, cette espèce de voyage permanent entre toucher quelque chose qui est finalement entre guillemets réel et tout d'un coup passer sur quelque chose qui est de l'ordre du récit, du conte, de la symbolique. C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup comme j'ai fait plusieurs films avec Jean Moreau, qui sont présentés ici aussi. Alors, la première fois que je travaillais avec Jean Moreau, il m'a dit une chose qui m'a plu beaucoup. Il m'a dit, vous savez, la raison que j'ai fait un projet, c'est si à travers de ce projet, je peux apprendre quelque chose. C'est-à-dire, le film, ou le geste de faire un film au théâtre, devient une sorte de prétexte d'élargir notre connaissance d'un sujet. Et chaque fois que j'arrivais chez Jean Moreau pour travailler sur le film plus tard, ou des engagements, ou les lectures de lettres de ma mère qu'elle a fait pour moi à l'Odéon à Paris, alors son espace de travail était rempli de bouquins sur l'histoire depuis l'époque romane, etc., avec plein de questions qu'elle a notées. Et je crois que c'est une bonne façon de faire ce voyage de notre passage sur cette planète. C'est-à-dire, c'est d'élargir notre connaissance, c'est-à-dire que chaque projet, chaque geste, et Jean Moreau a raison, c'est-à-dire, si les raisons de faire des films, c'est strictement monter sur le tapis rouge, bon, j'ai fait. C'est plutôt drôle, pourquoi pas, etc. Moi, je me souviens comme Kippour était montré à Cannes, et les choses les plus drôles que j'ai amené ma mère qui avait déjà 90 ans, elle a marché à côté de Sharon Stone, et les paparazzi sont pris de photos de ma mère à côté de Sharon Stone, je trouvais pas mal, tu vois, alors. Mais bon, le tapis rouge, il a, après un certain moment, on a compris. Alors, effectivement, si avec chaque projet, on évoque des questions, une sorte d'équation, on peut dire mathématique, ou équation intellectuelle, qu'on a envie de réfléchir ou d'exprimer certaines choses, c'est la raison de faire des films documentaires, fiction. Des fois, je vais, par exemple, le film qui est présenté ici avec Hannah Shigula, Terre promise, Promised Land, sur le trafic de femmes pour la prostitution. J'ai lu beaucoup de textes d'organismes de human rights sur l'abus des droits des femmes. Et après, je lu tout ce matériel, j'ai décidé de ne pas faire un documentaire, c'est-à-dire je n'étais pas envie de soumettre les femmes qui sont abusées au regard d'une caméra documentaire. Alors, tous les gens qui sont dans ce film, c'est des comédiens, des actrices. Alors, je crois qu'il y a la question qui divise entre le documentaire et la fiction. Je ne veux pas aller trop loin. Il y a une question éthique. Et pour moi, le documentaire il devient une éthique beaucoup plus stricte. Parce qu'il faut prendre compte que les gens qu'on filme, ils vont continuer à marcher avec le film qu'on fait. Alors, je suis contre les films ou les reportages qui utilisent les gens d'une façon sensationniste.
Il faut être rigoureux, il faut être... film de fiction, c'est-à-dire, pour finir ce discours, dans quelque façon, les films documentaires, ils sont pour moi comme un travail d'archéologue, c'est-à-dire on fait une excavation très délicate. Il ne faut pas appliquer la force parce qu'on risque de craquer une vase ou une brique ancienne. Les films de fiction, ils sont des films architecturaux. On a une idée, on construit depuis une idée. Merci Amos. Alors, je rappelle que la rétrospective démarre véritablement demain. L'exposition est vernie aussi demain. Donc, je vous invite à découvrir l'univers de Amos Gitaï, aussi à travers le livre qui a été publié. Il y en a beaucoup de livres sur Amos Gitaï, mais de ce dernier livre publié autour de l'exposition Architecte de la mémoire, je crois que le titre indique bien ce qu'on peut y trouver dedans, autour de ton œuvre et de ton travail. Et on se retrouve aussi au Capitole pour la première suisse aussi, de le Lullaby to My Father. Et ensuite, ce sera encore ce cadeau que tu nous as offert de nous permettre de présenter Tsili, ton dernier film, un peu vers la clôture. Mais lisez le bulletin, tout sera indiqué dans le prochain bulletin. Et encore merci beaucoup, Amos Gitaï. Merci. On peut l'applaudir. Merci.